Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. En août dernier, le Starship SN5 réalisait un vol à 150 mètres d'altitude, propulsé par un unique moteur Raptor. Cela signait une véritable victoire pour l'entreprise SpaceX après la destruction de nombreux prototypes. 8 mois plus tard, SpaceX a fait beaucoup de chemin dans le développement de son vaisseau interplanétaire. Cet après-midi, c'était en effet au tour du Starship SN11 de s'envoler. Le but était cette fois-ci de grimper à une dizaine de kilomètres d'altitude sous l'impulsion de 3 moteurs Raptor, avant de chuter à l'horizontale puis de revenir se poser à la verticale. Il s'agissait pour SpaceX de la 4e tentative de réaliser cet essai. Les Starship SN8, 9 et 10 ont en effet tous été détruits à l'atterrissage ou peu après. Mais comme ses grands frères, le Starship SN11 a connu un destin funeste. Il a explosé lors de sa phase de descente au milieu d'une brume qui rend l'analyse bien difficile. Il pourrait s'agir d'une désintégration spontanée ou d'une destruction voulue suite à la détection d'un problème. SpaceX a précisé que le moteur 2 semble avoir connu des problèmes de pression sans que cela ne soit pour autant critique. Malgré cet échec, SpaceX va continuer à faire défiler les prototypes et le prochain sera le Starship SN15. La phase d'atterrissage n'est donc toujours pas maîtrisée et il faut encore mener de nombreux essais avant que le Starship soit capable d'atteindre l'orbite. Comme souvent pour l'entreprise américaine, la persévérance finira peut-être par payer. Dans sa phase d'ascension, le vaisseau va devoir atteindre des vitesses supersoniques et faire fonctionner 3 moteurs Raptor optimisés pour le vide pendant une durée assez longue. Dans sa phase de retour de l'orbite, il va devoir se frotter à l'atmosphère à près de 28 000 km/h. SpaceX ne peut pas mener ses tests avant que le premier étage de son système orbital, dénommé Super Heavy, soit prêt. Cela pourrait cependant arriver assez rapidement. Un premier exemplaire de Super Heavy est en effet pratiquement assemblé. Il servira à déterminer comment transporter et opérer un étage de 70 mètres de haut. Il faudra attendre le Super Heavy BN2 pour voir ce monstre voler. En attendant, le Starship SN15 va peut-être pouvoir grimper plus haut et plus vite que ses grands frères. Il pourrait par exemple tenter de réaliser un vol supersonique, et il devrait aussi présenter quelques nouveautés architecturales qui signeront l'évolution du véhicule et de la stratégie de SpaceX. L'entreprise devrait s'exprimer sur ce sujet assez rapidement. Bien que Starship et Super Heavy ne soient pour le moment que des prototypes, SpaceX semble de plus en plus déterminé à les vendre à la NASA. Le véhicule est déjà intégré au programme Artemis. Il semble en plus que SpaceX l'ait proposé dans le cadre du programme Tropic. Il s'agit d'une petite constellation de 6 CubeSats que la NASA vient de confier à l'entreprise Astra et à son lanceur Rocket 3.0. Astra a remporté le contrat pour 7,95 millions de dollars. Parmi les autres prétendants, il y avait donc SpaceX, et plusieurs sources semblaient indiquer que c'est avec le Starship qu'il comptait lancer cette constellation. Une fusée de 120 mètres pour mettre en orbite 6 tout petits satellites, c'est assez surprenant, mais pourquoi pas ? Cela nous permet en tout cas d'évaluer un premier prix auquel SpaceX semble vouloir commercialiser son Starship. L'offre de SpaceX était en effet plus chère que celle d'Astra, mais moins que celle de Rocket Lab, proposée à 25 millions de dollars. L'entreprise d'Elon Musk semble en tout cas tout miser sur le futur lanceur géant. SpaceX n'a pour le moment fabriqué aucun booster de Falcon 9 en 2021, et se contente de réutiliser la flotte déjà produite. Une stratégie qui semble bien fonctionner, puisque certains boosters approchent déjà les 10 vols. L'ère des lanceurs entièrement réutilisables est peut-être plus proche qu'on ne le pense. On continue ce DNDE du côté de la Lune, où comme d'habitude, l'actualité est très chargée. Alors que la mission Artemis 1 commence à réellement se profiler, le Canada et le Japon viennent de cimenter leur participation dans le programme lunaire américain. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, vient ainsi de recevoir un budget pour l'année fiscale 2021 en très forte hausse. Il s'établit à 4,14 milliards de dollars, en progression de 23% par rapport à l'année dernière. Dans ce budget, près d'un demi-milliard de dollars va être réservé à Artemis.
Le Japon souhaite apporter plusieurs collaborations au programme américain. Il devrait participer au développement de la station en orbite lunaire LOPG. Un véhicule pressurisé à roues pour l'exploration de la surface de la Lune est aussi envisagé. Côté Canada, un accord international avec la NASA a aussi été finalisé. Le pays va fournir un bras robotisé, le Canadarm3, à la station américaine. En échange, les deux pays devraient avoir l'opportunité d'emmener certains de leurs astronautes en orbite lunaire. Artemis dévoile ainsi petit à petit son architecture. Un élément crucial sera décidé à la fin du mois d'avril avec la sélection de 2 véhicules pour le programme HLS. Ce dernier sert à la conception d'un atterrisseur lunaire qui devra emmener les astronautes américains et peut-être leurs partenaires internationaux jusqu'à la surface de notre satellite. En attendant, les ambitions lunaires continuent de se propager partout sur la planète. La Corée du Sud vient ainsi d'annoncer qu'elle compte déposer son premier atterrisseur lunaire d'ici 2030. Lors d'un discours prononcé le 25 mars, Moon Jae-in, le président du pays, a dévoilé de nouveaux plans spatiaux. Il a assisté à un essai moteur du lanceur Nuri, qui doit effectuer son premier vol cette année, et en a profité pour signaler que cette future mission lunaire sera lancée par une fusée sud-coréenne. Avant d'en arriver là, Séoul va lancer son premier orbiteur lunaire au cours de l'été 2022. Il s'agit d'une mission dénommée KPLO et qui décollera sous la coiffe d'une Falcon 9. Elle a été conçue en partenariat avec la NASA pour cartographier la Lune et l'emplacement de ses ressources. L'orbiteur devrait ainsi être capable de déterminer où se trouve la glace d'eau, l'uranium, l'hélium-3, l'aluminium et le silicium de notre satellite. Ailleurs dans la région, la Thaïlande a aussi signalé son ambition de développer sa première mission lunaire d'ici 2027. Il s'agirait d'un orbiteur d'une masse de 300 kg qui s'appuierait sur un système de propulsion électrique. Un budget équivalent à 80 millions d'euros a déjà été débloqué dans cette optique. Le Japon doit pour sa part lancer sa première mission à destination de la surface lunaire en 2022 avec l'atterrisseur SLIM. La Chine a prévu au moins 3 missions lunaires pour les années 2020. La Russie devrait en mener autant. Américains, Européens et Japonais devraient lancer au bas mot une bonne dizaine de missions vers la Lune dans le même laps de temps. Si on ajoute à ça les plans indiens, sud-coréens, thaïlandais ou privés, la Lune risque de se retrouver littéralement prise d'assaut. C'est une tendance assez étonnante qui en aurait surpris plus d'un voilà 5 ou 10 ans. Notre satellite a été presque complètement oublié des plans d'exploration spatiale pendant de longues décennies. La persévérance chinoise, puis le lancement du programme Artemis ont complètement bouleversé la donne. On va donc se donner rendez-vous très régulièrement pour suivre cet incroyable effort mondial d'exploration lunaire. On va finir ce DNDE sur Mars où le drone hélicoptère Ingenuity prépare son premier vol dans l'atmosphère de la planète rouge. Le 21 mars, Perseverance s'est débarrassé de la coque qui protégeait son compagnon volant. Le rover est maintenant dans la zone qui a été sélectionnée pour mener ses essais de vol. Perseverance aura besoin de 6 jours pour déployer Ingenuity, recharger ses batteries et s'éloigner à distance de sécurité. Les essais pourront donc avoir lieu à partir du 8 avril au plus tôt. Lorsqu'il sera déclaré opérationnel, Ingenuity aura une fenêtre de 30 journées locales pour mener à bien sa campagne de test. Le petit appareil volant embarque une pièce d'histoire très symbolique avec lui. La NASA a annoncé qu'un bout de tissu ayant appartenu au premier avion des frères Wright est enveloppé autour d'un câble sous le panneau solaire du drone. Ce bout de tissu aura donc participé au premier vol motorisé sur Terre et sur Mars. Un beau pédigré. Au-delà de cette prouesse technologique, Perseverance continue de tester et de faire fonctionner son instrumentation scientifique. Le rover a déjà transmis plus de 15 000 photos et quelques fichiers audio, parmi lesquels celui-ci qui nous renseigne sur le bruit que fait le rover lorsqu'il se déplace. La NASA est en train d'étudier toutes ces photos pour déterminer et nommer quels sont les objets les plus intéressants à visiter. Ils prendront des noms issus de la langue Navajo pour pouvoir les distinguer facilement. Le premier objet d'intérêt a déjà été nommé Maz, il s'agit de ce rocher très plat.
Quand Perseverance aura fini sa phase de calibration, il pourra être analysé à l'aide de Supercam et d'autres instruments du rover. Ce sera l'occasion d'obtenir de précieux indices sur les conditions humides qui régnaient au fond du cratère Jezero voilà quelques milliards d'années. Aujourd'hui, la surface de Mars est 1000 fois plus sèche que le plus aride des déserts sur Terre, ce qui favorise la formation de tourbillons de poussière. Perseverance a déjà pu en capturer un, qu'on peut voir se déplacer sur cette série de 3 clichés. On aurait presque l'impression d'être sur place. Tout comme la Lune, Mars va rester au centre des actualités dans les mois et les années qui viennent. La Chine devrait tenter de faire atterrir son rover sur la planète rouge d'ici 1 mois ou 2. En 2022, ce sera au tour du rover européen Rosalind Franklin de partir pour Mars, à bord de l'atterrisseur russe Kazachok. Les 2 petits orbiteurs du programme américain Escapade, dont on vous parlait dans le dernier dossier de l'espace, devraient eux aussi s'élancer vers Mars l'année prochaine. L'une de ces missions transformera peut-être la manière dont on comprend la planète rouge. À suivre dans DNDE. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cet épisode. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 11 avril à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.